Bienvenue pour ce 11e webinaire de Midi de la qualité que l'on vous propose avec hélas, le CREAM de CAPS. Donc aujourd'hui, le thème: prévenir les risques de maltraitance en établissement et services médico-sociaux, repères, leviers et démarches participatives pour la mise en œuvre du critère HAS 3.11.1. Avant de passer la parole à Samantha Dodard de l'ARS, juste pour vous dire que notre webinaire est construit en 3 temps. Donc on va prendre un temps pour poser un peu les définitions autour de la maltraitance, mais également de la promotion de la maltraitance, et également donner la parole à Fabienne Louis, directrice de la FTC 35, pour qu'elle nous fasse un retour d'expérience autour de cette thématique. Puis nous aurons bien sûr un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le module questions-réponses que vous avez en bas de votre écran. Ça, c'est le meilleur mode. Sinon, vous pouvez également utiliser le chat. Et puis, on s'attachera à vous répondre. Vous êtes quand même 202 aujourd'hui. Ça continue à arriver, donc vous êtes nombreux. Voilà. Merci beaucoup d'être toujours présents. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Samantha Dodard, responsable du département qualité et droit des usagers à l'ARS Bretagne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du Midi de la qualité organisé conjointement par l'ARS Bretagne, le CAP Bretagne et le CREAC Bretagne. D'abord, merci pour votre participation à ce 11e épisode qui s'inscrit dans la continuité des précédents webinaires consacrés à l'accompagnement des établissements et services médico-sociaux dans la mise en œuvre du dispositif des évaluations de la HAS. Depuis plusieurs mois, nous abordons ensemble le référentiel HAS avec un objectif constant: faire de l'évaluation non pas un exercice de conformité, mais un véritable levier d'amélioration continue de la qualité des accompagnements et du renforcement des droits des personnes accompagnées. Le thème aujourd'hui est particulièrement important puisqu'il porte sur le critère impératif de 3.11.1 relatif à la prévention et à la gestion des risques de maltraitance et de violence au bénéfice des personnes accompagnées. Comme le rappelle la HAS, la prévention de la maltraitance ne peut pas se limiter à l'existence de procédures. Elle repose avant tout sur une culture institutionnelle de bientraitance, une vigilance collective et une démarche participative associant les personnes accompagnées, leurs proches, les professionnels et la gouvernance de l'établissement. Cette thématique résonne également avec une actualité nationale particulièrement forte. Tout d'abord, aujourd'hui 15 juin est la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. De plus, la lutte contre la maltraitance constitue aujourd'hui une priorité des pouvoirs publics dans le cadre de la stratégie nationale engagée depuis 2024. Cette stratégie vise à renforcer le repérage, le signalement, le traitement et le suivi des situations de maltraitance touchant les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et plus largement toute personne en situation de vulnérabilité. Depuis le 1er mars dernier, le numéro national 3133 a été remplacé le 3977 et depuis le 28 mai, un formulaire national de signalement est en ligne et accessible à toute personne victime ou témoin de faits de maltraitance. Ces nouveaux outils, associés au système d'information national SIRENA et aux cellules territoriales placées auprès des ARS, traduisent une volonté forte: faciliter l'expression des alertes, améliorer leur traitement et renforcer la protection des personnes les plus vulnérables. Pour autant, la réponse aux situations de maltraitance ne commence pas au moment du signalement. Elle commence bien avant, au sein même des organisations, par la capacité à identifier les situations à risque, à développer une culture de la bientraitance, à favoriser la parole des personnes accompagnées et des professionnels et à construire collectivement des dispositifs de prévention efficaces. C'est précisément l'objet de notre rencontre aujourd'hui, à travers le décryptage du critère HAS 3.11.1 et le retour d'expérience qui vous sera présenté. Nous souhaitons vous apporter des repères concrets pour transformer cette exigence réglementaire en une véritable démarche institutionnelle au service de la qualité et de l'accompagnement du respect des droits des personnes. Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite un excellent webinaire. Donc, comme le disait Thomas dans l'introduction, on souhaitait vous proposer de reprendre des éléments de définition, en sachant que, donc je ne vais pas relire la définition sur toutes les slides. L'idée, c'est aussi que vous ayez les supports à la suite du webinaire et peut-être qu'ils peuvent aussi vous servir pour reprendre avec
les professionnels, ces définitions qui permettent parfois de poser un cadre et de partir, d'entamer une réflexion, en tout cas des échanges autour de ces éléments de définition. Donc la maltraitance, la définition du Code de l'action sociale et des familles. Donc c'est l'idée qu'elle vise des personnes en situation de vulnérabilité. Elle peut être lorsqu'un geste a été accompli, le fait d'une parole, d'une action ou d'un défaut d'action qui va porter atteinte en fait au développement de la personne, à ses droits et à ses besoins fondamentaux. Cette situation intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Mais tu peux passer à la suite. Merci. Ces situations de maltraitance, donc, elles peuvent être ponctuelles ou durables. Donc, il y a la notion de la temporalité, intentionnelle ou non. Elles peuvent être aussi d'origine individuelle ou collective ou bien institutionnelle. Ces violences et ces négligences, elles peuvent effectivement prendre des formes différentes et être associées aussi entre elles ou au sein de ces situations. Donc, ça peut prendre quand même des formes, on voit, assez, éclectiques, élargies, d'où l'intérêt de les identifier. Pardon, merci. Alors, sur la question de la vulnérabilité, on a fait référence aussi au guide HAS, donc, dont extrait cette définition-là. On reviendra à la suite sur ce guide HAS qui est accompagné de 4 fiches. Donc, la notion de vulnérabilité, elle est liée à des facteurs individuels et ou environnementaux. Lorsqu'une personne est en situation de vulnérabilité ou qu'elle se sent en situation de vulnérabilité, elle est en difficulté ou en tout cas elle est dans l'impossibilité de se défendre et de faire cesser cette maltraitance ou de faire valoir ses droits. Donc cette notion de droit de la personne et de faire valoir ses droits. Et ça, c'est lié, ça peut être lié à l'âge, à l'état de santé, à la situation de handicap. Ça peut être lié à un environnement qui est inadapté ou violent, ou une situation de précarité ou une relation d'emprise. Et puis, il peut y avoir aussi des facteurs individuels en lien avec l'orientation sexuelle, la race, l'ethnie, la nationalité qui peuvent aussi accroître ce risque de vulnérabilité. Et comme l'a dit Thomas, donc aujourd'hui, nous allons parler du critère lié à la lutte contre la maltraitance, mais bien sûr, on n'oublie pas la promotion de la bientraitance. Donc cette bientraitance qui, par sa définition, amène le concept, ou en tout cas la notion de culture, culture qui est partagée par les professionnels qui accompagnent des personnes. Et cette culture-là, elle va inspirer à la fois les actions individuelles, les relations entre les individus au sein d'un établissement ou d'un service. Et cette culture, elle vise à promouvoir le bien-être de la personne, des personnes accompagnées ou de l'usager, en gardant à l'esprit ce risque de maltraitance. Merci. Alors, quelques recommandations de bonnes pratiques sur la bientraitance. Donc, c'est une culture, comme le disait la slide précédente, donc respect de la personne et de son histoire, de la dignité, de sa singularité, une manière d'être des professionnels, une valorisation de l'expression des personnes, et puis un aller-retour entre la pensée et l'agir, enfin le fait de penser et l'action, et ensuite une démarche continue d'adaptation. On vous a repris quelques ressources que vous pourrez aller consulter, donc santébd notamment.org qui propose des guides, enfin des infographies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer aussi pour favoriser les échanges entre professionnels ou entre professionnels et usagers.
Donc vous aurez et vous avez les liens sur chaque photo pour y accéder. Juste pour commencer cette ressource, c'est intéressant justement de pouvoir mobiliser ce type de ressources pour partager, échanger autour de ces thématiques de la maltraitance avec les usagers. Donc, il ne faut pas hésiter à les mobiliser. Et enfin, un guide qui a été édité par la HAS, donc bientraitance et gestion des signaux de maltraitance en EHPAD, donc qui date de 2024 et qui a été actualisé en mars 2026. Et ce guide donc s'accompagne de 4 fiches. La première fiche qui est intitulée Reconnaître une situation potentielle de maltraitance envers les personnes accueillies. Donc vous avez aussi un lien pour lequel qui vous permet d'accéder à chaque fiche, et on va à la suite là de la présentation détailler un peu plus chaque fiche. Ensuite, vous avez la fiche 2 qui est rappel de posture professionnelle bien traitante à adopter avec la personne accueillie. La troisième qui est prévention des maltraitances adultes, aide au repérage des facteurs de risque et des signaux faibles d'alerte. Et enfin, la dernière, prévenir les situations de maltraitance en établissement. Et ça nous semble quand même être un outil vraiment très intéressant à mobiliser au quotidien avec les équipes. Vous avez des ressources pratico-pratiques, on va dire, à utiliser sur le terrain. Donc, on reviendra après sur chaque fiche. Et enfin, donc les recommandations qui datent de 2008 et qui sont toujours d'actualité sur la bientraitance, les repères et mises en œuvre, et puis mission du responsable d'établissement et rôle dans l'encadrement, dans la prévention et le traitement de la maltraitance et les fiches annexes. Ça aussi, ce sont des recommandations qui sont socles. D'autres recommandations existent plus spécifiques en fonction des publics et du type d'activité qui reprennent aussi cette thématique de la bientraitance, mais également comment lutter contre et prévenir les situations de maltraitance. Donc voilà, ce sont bien sûr des recommandations stock, mais qui peuvent être une bonne base effectivement pour amorcer des travaux autour de ces sujets. Merci Thomas. Voilà. Et enfin, des rappels de liens vers donc le Code de l'action sociale et des familles et la loi Taquet qui est relative à la protection de l'enfance. Oui. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet concernant le critère impératif qui consiste en la définition réglée professionnelle d'un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence au bénéfice des personnes accompagnées, avec différents éléments d'évaluation qui vont se repérer dans le cadre d'un entretien avec la gouvernance, mais également dans le cadre de consultations documentaires. Donc, lors de l'évaluation, pour ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience, les évaluateurs vont aller regarder si l'établissement ou le service identifie avec les professionnels des situations à risque pouvant générer des actes de maltraitance et de violence. Et également, si il est défini un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence au regard des risques identifiés. Donc, il y a bien la phase d'identification des risques et ensuite la définition d'un plan de gestion des risques. Et en ce qui concerne la consultation documentaire, ce sont tous les documents qui décrivent les actions de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence, avec quelques exemples qui vous sont donnés dans le manuel de la Haute Autorité de Santé, donc les documents qui identifient les situations à risque, le plan de prévention et de gestion de risque de maltraitance et de violence, les comptes rendus de réunion, les procédures de déclaration, d'alerte et de gestion de la violence. Donc ça, c'est pas une liste qui est exhaustive. Tout document, tout élément de preuve justifiant ou apportant justement la preuve d'une organisation et d'une démarche en lien avec la lutte contre la maltraitance et la réalisation d'un plan de prévention sont à valoriser lors de l'évaluation.
Alors concrètement, comment formaliser un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence, sachant qu'il n'y a pas de modèle type aujourd'hui, il n'y a pas de trame qui est proposée aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé. Donc on va essayer de vous donner quelques pistes, quelques idées, pour produire, ce plan de prévention pour qu'il soit le plus pertinent en lien avec votre activité, le public que vous accompagnez quel qu'il soit. Et donc, la première chose à faire, c'est déjà se poser la question des personnes qui participent à la réalisation de ce plan de prévention. Donc, et ici, c'est l'affaire de tous, bien entendu, donc les personnes accompagnées, les professionnels et également la gouvernance. Alors concrètement, c'est quoi? Définir comment, dans l'établissement, on prévient et on gère les risques de maltraitance. De quelle manière? Donc, un groupe de travail pluridisciplinaire me paraît le plus pertinent, effectivement, pour construire cet outil, cette démarche. Et la démarche interne doit figurer dans le projet d'établissement de service, doit être évaluée de manière continue. Donc, on est sur une, euh, une démarche qui vit au fil de l'eau et pas seulement un instant T, c'est essentiel. Et donc, comme je le disais à l'instant, il n'y a pas de format type imposé par la Haute Autorité de Santé. Donc, il s'agit effectivement de le construire, mais on va essayer de vous aiguiller par rapport à ça. Pourquoi? Bien sûr, pour garantir la sécurité et le bien-être des personnes accompagnées et également fédérer les équipes en instaurant une culture et une dynamique de lutte contre la maltraitance et de promotion de la maltraitance. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, et je vais essayer d'aller vite sans aller trop vite non plus, pour que vous puissiez bien entendre ce que je vous dis. Il y a un certain nombre de dimensions qui nous semblent essentielles à avoir dans un plan de prévention. Mais on voudra laisser bien sûr le temps et la parole à Madame Louis pour qu'elle nous fasse un retour d'expérience. Donc, je vais aller à l'essentiel. Vous aurez le support ensuite, avec les liens cliquables, bien sûr, comme on l'avait annoncé. Donc, vous voyez plusieurs dimensions. Je vais revenir sur chacune d'elles pour identifier ce qu'on propose et ce qu'on imagine dans ces différents espaces qui nous semblent essentiels. Première intention, l'engagement institutionnel. Donc, il s'agit là de fixer l'objectif du plan de prévention. Donc, quelle est la finalité, quel public est concerné, quel est le champ d'application, et de donner aussi le cadre réglementaire et recommandations de bonne pratique. On va dire que c'est un petit peu le phare qui vient un petit peu éclairer la démarche et comprendre pourquoi il est nécessaire d'avoir un plan de prévention et d'où cette exigence vient. Au-delà de l'objectif, bien sûr, de garantir la sécurité des personnes et le bien-être des personnes. Donc, le cadre réglementaire et les recommandations de bonne pratique, on l'a rapidement évoqué avec Brigitte tout à l'heure. Également, l'engagement institutionnel vient poser les principes et les valeurs éthiques autour de cette thématique, dont on a parlé de bien-traitance, bien sûr. Il y a également le pouvoir d'agir, l'autodétermination, la dignité, le respect de l'intimité. Et puis, c'est également l'engagement de la direction, l'engagement de développer la culture de sécurité, de protéger les lanceurs d'alerte, bien entendu, et garantir le soutien professionnel. Donc ça, ce sont toutes les conditions qui favorisent justement la démarche de prévention des risques de maltraitance et de violence. Alors, avant d'aller plus loin, il s'agit aussi de définir ce qu'est un risque, ce que sont les risques de maltraitance et de violence, et d'avoir une définition partagée des types de risques existants dans vos organisations. Donc, on fait référence à la fiche HCAS qui est reliée au guide que Brigitte a présenté tout à l'heure, la fiche numéro 1, donc reconnaître une situation potentielle de maltraitance envers les personnes accueillies, qui serait un bon outil pour justement vous aider collectivement, de manière pluridisciplinaire et aussi avec les personnes accompagnées, à poser cette définition et qu'elle soit partagée au niveau d'un établissement ou d'un service. Donc, définition de maltraitance, qu'elle soit intentionnelle, non intentionnelle. Définir les typologies de violence, de violence envers les personnes accompagnées. Il y a également les professionnels ou alors les violences institutionnelles. Donc, il faut avoir un balayage assez large de tous les types de violences existants. Et puis, enfin, les situations à risque spécifiques à votre établissement, selon le public que vous accompagnez. Ça peut être des troubles du comportement défi, comportement de problème, les refus de soins, les situations de crise, mais également la fin de vie, des situations de démence pour les personnes, et puis également la question de la contention, tout ce qui contrevient à la liberté d'aller et venir. Ce sont que des exemples, ce n'est pas du tout exhaustif.
Une fois que vous avez l'engagement de l'institution et puis poser une définition commune et partagée, il s'agit d'effectuer un premier, en tout cas un diagnostic des risques. Donc là, on vous partage également la fiche numéro 3 du guide de la Haute Autorité de Santé sur la prévention des maltraitances. Alors effectivement, c'est ciblé adulte, mais ça donne un cadre qui peut être intéressant à mobiliser, quel que soit le public. L'aide au repérage des facteurs de risque et des signaux faibles d'alerte. Donc, c'est un outil qui est très intéressant, que vous pouvez compléter avec d'autres outils, notamment en termes de méthodologie d'évaluation. Vous avez tout ce qui est analyse des événements indésirables et indésirables graves, tout ce qui est, on ne l'a pas noté, mais les plaintes et réclamations, évidemment. Les retours d'expérience suite à des situations, que ce soit plaintes et réclamations ou événements indésirables, les groupes de parole également s'appuyer sur les conseils de vie sociale, et éventuellement, si vous en avez, des indicateurs qui vous permettent d'identifier rapidement s'il y a des évolutions ou des marqueurs forts dans les pratiques et les organisations qui viennent donner des éléments éclairants par rapport à cette thématique du risque de violence et de maltraitance. Alors, on parlait également de cartographie des risques. Alors, là, on a un outil qui est souvent demandé par les évaluateurs suite aux évaluations. Donc, c'est un outil qui vient mobiliser les professionnels, les personnes concernées autour du repérage des risques, l'identification des risques. Donc, c'est un outil qui peut paraître lourd, mais qui, il faut voir plutôt le côté positif, c'est de créer des espaces pour selon les thématiques, mobiliser les uns et les autres et avoir le regard le plus pertinent possible avec des regards croisés, et des expertises et des compétences croisées sur les différents risques potentiels. Il y a également les facteurs de vulnérabilité qui sont à identifier, liés aux usagers, aux professionnels, à l'organisation, à l'environnement. C'est des repères que vous avez si vous faites déjà de l'analyse des causes d'événements indésirables, ou dans le cadre des plaintes et réclamations, vous avez effectivement des facteurs contributifs. Alors là, on est sur la posteriori. A priori, c'est aussi d'identifier ces facteurs de vulnérabilité pour éviter ou atténuer les conséquences d'une situation. Ensuite, la hiérarchisation des risques, criticité, gravité, niveau de maîtrise du risque. Là, il s'agit effectivement déjà d'avoir un pas dans ce qu'on appelle un plan d'action à court, moyen et long terme, donc en réalisant cette hiérarchisation des risques. Je me permets Oui. de couper, juste pour vous dire que j'ai vu que quelqu'un a levé la main. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans le chat et puis on y répondra ensuite. Merci. Ça te donne le temps de boire. Merci. Il fait assez chaud chez nous. On n'a pas la clim. Donc, on sort du diagnostic, de l'évaluation, du repérage des risques. Donc, ensuite, on avait cette hiérarchisation. On a un pied finalement dans le plan d'action. Donc, c'est finalement organiser les mesures de prévention. Donc, 3 mesures de prévention. Ça, c'est une proposition. C'est pas obligatoire d'avoir ce prisme-là. Donc, prévention primaire, donc éviter l'apparition des situations avec un focus sur l'organisation, les ressources humaines, la formation, la participation des usagers. Donc, on vient mettre en place en amont pour éviter l'apparition des situations. La prévention secondaire, donc une détection qui se veut précoce, avec un repérage des signaux faibles, avec des dispositifs d'alerte, les EI par exemple, les signalements, les plaintes et réclamations, la mise en place de références autour de la bientraitance, et puis également les vigilances managériales, l'organisation de supervision et puis des suivis d'incidents. Et ensuite, il y a un troisième niveau de prévention tertiaire. Donc là, on est davantage dans la gestion et la limitation des conséquences, gestion immédiate, avec l'accompagnement des usagers, des professionnels, et puis une analyse systémique post-événement. Donc là, c'est vraiment l'a posteriori qu'on peut retrouver dans l'analyse des événements graves ou indésirables, tout simplement, ou l'analyse des plaintes et réclamations, ou d'autres types de signalements qui viennent empêcher d'atteindre votre objectif, et qui est l'amélioration et le respect du bien-être des personnes et de la sécurité des personnes. Sur les procédures de signalement et de traitement des situations, c'est de poser dans le plan de prévention qui peut signaler, donc les professionnels, les usagers, les familles, mais alors dans
de quelle manière, quelle modalité de permettre justement le signalement, que ce soit pour les professionnels, les usagers ou les familles, ce ne sera pas forcément les mêmes circuits. Il faut poser dans ce plan de prévention quelles sont les modalités de signalement, donc que ce soit numérique, en papier, rappeler la notion d'anonymat aussi, favoriser le développement de la culture sécurité et l'engagement des personnes, des professionnels dans le signalement, mais également rassurer les usagers ou les familles quand elles sont sur une intention de signalement, sur les conséquences derrière potentielles. Quel est le circuit de traitement? Donc, de quelle manière, et ça c'est la lisibilité, hein, ça c'est très important pour favoriser la démarche. Quel circuit de traitement, la réception, comment se passe l'analyse, comment sont prises les décisions? Quels sont les éléments de traçabilité où on peut également rechercher et trouver les décisions, les éléments de l'analyse, et puis également la notion de clôture, c'est-à-dire qu'on a effectivement été jusqu'au bout de la démarche, tout en restant en veille, bien entendu, hein. Comme on disait, c'est quelque chose de continu, hein. Une clôture, ça ne veut pas dire que tout est terminé, qu'il n'y a pas une vigilance à avoir. Mais en tout cas, une lisibilité du traitement est importante et il faut pouvoir l'inscrire dans le plan de prévention. Poser également le circuit pour le signalement externe, donc à l'Agence régionale de santé, aux conseils départementaux, voire aux procureurs. Et de quelle manière l'établissement ou le service envisage la protection des personnes, donc avec la confidentialité, les non-représailles et également la protection des victimes. Donc ceci doit être également posé dans le plan de prévention. Vous retrouvez d'ailleurs des similitudes avec les plans de gestion de crise. Ce sont voilà, de quelle manière vous vous engagez à protéger aussi les parties, les personnes concernées, qu'elles soient professionnels, usagers ou familles, dans la démarche. Alors, un petit focus sur la gestion de situation de violence. Alors, c'est une recommandation qui est vraiment dédiée au secteur du handicap avec les espaces calme, retrait, d'apaisement qui datent de 2017. On s'est dit que ça pouvait être intéressant, même si vous n'êtes pas dans ce secteur d'activité, c'est-à-dire si vous n'accompagnez pas des personnes en situation de handicap. Malgré tout, on a des traits, des similitudes, quel que soit finalement l'établissement et le public que l'on accompagne, le type d'activité, et qui peuvent inspirer. Donc, on a fait un petit focus sur cette recommandation. Si vous ne la connaissez pas, on vous y invite vivement à la mobiliser. Ça peut être un outil intéressant, en tout cas sur la prévention du risque de maltraitance. Donc, toujours dans le plan de prévention sur la gestion de situation de violence, c'est quelles sont les conduites à tenir selon le type de violence et de maltraitance. Donc, et pouvoir identifier ces conduites à tenir et les poser dans ce plan de prévention. Pardon. La gestion de crise, donc de quelle manière vous envisagez la gestion de crise, donc avec l'organisation d'une cellule de crise, quel est le rôle de chacun et comment vous allez communiquer tout au long de la gestion de crise. Donc là, on retrouve encore des choses que vous avez dans la gestion de crise, le plan de gestion de crise également. Donc ça, c'est très lié, hein, tous ces outils. Et puis également, poser un petit peu ce que vous avez identifié comme mesures exceptionnelles selon les situations, par exemple contention, isolement, recours médical, ou traçabilité stricte. Voilà, les mesures exceptionnelles, c'est comment quelles organisations avez-vous identifiées avant qu'elles se produisent pour assurer le bien-être des personnes tout au long de la situation et la sécurité des personnes, quelle que soit. Je pense que j'arrive presque au bout. Donc, gouvernance et responsabilité, on vous fait un lien vers la deuxième fiche HAS liée au guide de 2024 sur le rappel des postures professionnelles bien traitantes à adopter avec la personne accueillie. Donc, lorsque vous allez identifier par rapport aux différents rôles des différents acteurs dans vos organisations, donc, si je prends dans l'ordre le rôle de la direction, donc un rôle de pilotage de la politique, la garantie de moyens également, l'organisation du dispositif de prévention, la protection des personnes, l'obligation réglementaire, impulser une culture institutionnelle de bientraitance. En ce sens, cet outil, cette fiche peut être un outil intéressant. Vous l'avez également dans le rôle de l'encadrement, veille à la qualité, donc les encadrants qui vont veiller à la qualité des accompagnements, qui vont organiser un soutien des équipes aux besoins.
et organisation de la prévention au quotidien, donc au fil de l'eau, avec un traitement qui est assuré du premier niveau des incidents, donc première intention. Et il est également garant de la dynamique qualité au sein de ces équipes. Les professionnels, donc posture bien traitante, donc là aussi, le rappel des postures professionnelles bien traitantes de la Haute Autorité de Santé peut être un bon outil pour favoriser ça et travailler sur cette question avec les professionnels. Et participer à la prévention des risques, repérer, signaler. Participer à améliorer à l'amélioration continue, pardon, et rappel du respect des obligations professionnelles. Donc, vous retrouverez également le rôle de chacun dans ce plan de prévention. Par rapport à cette thématique, hein, on ne voit pas le petit bout qui est passé dessous. Ce sont les référents identifiés, je suis désolé, la mise en forme passe à côté. Donc les différents référents, vous avez les référents peut-être qualité, les référents bien traitance, différents référents qui ont un pied ou les deux pieds sur cette thématique de la maltraitance ou de la maltraitance, de la prévention de la maltraitance. C'est aussi d'identifier quel est leur rôle dans le cadre de ce plan de prévention des risques. Donc la culture de la bientraitance, on a parlé tout à l'heure sur les recommandations de bonne pratique, je passe rapidement. Donc, il s'agit effectivement de manière continue d'être dans une sensibilisation, une formation continue auprès des professionnels, mais également des personnes, avec de l'affichage, des organisations de réunions, pourquoi pas de campagnes internes. Il y a différents outils qui existent pour réaliser des campagnes, notamment regard croisé sur la bientraitance, qui est proposée par des collègues d'autres SRA en France, mais qui peuvent être accessibles si vous le souhaitez. Vous avez aussi, pour favoriser la culture de bientraitance, l'expression des usagers, des enquêtes, des groupes d'expression et des médiations. Et donc, c'est important de les définir, les inscrire dans ce plan de prévention pour qu'ils soient bien identifiés par tous. Et puis également la qualité de vie et conditions de travail, QST, donc un élément essentiel pour développer la culture de bientraitance, prévention des risques psychosociaux, avec l'organisation d'espaces de parole et du soutien managérial. Et enfin, je crois que c'est bien le enfin, c'est ça. Donc on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue, donc bien évidemment, vous avez un suivi, une évaluation, une amélioration continue qui doit exister dans ce cadre-là. Donc aussi définir de quelle manière vous garantissez cette amélioration continue dans le cadre du plan de prévention, avec l'identification d'indicateurs, éventuellement l'organisation de revues périodiques qui permettent de vérifier ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, s'il y a des nouveaux risques, s'il y a des actions correctives à mettre en œuvre ou à corriger, et puis des revues qui peuvent être organisées trimestriellement, semestriellement, selon vos contraintes et vos organisations. Avoir bien entendu un plan d'amélioration continue avec des actions, des pilotes, des échéances qui sont identifiées, également des indicateurs de résultats. Et avoir une périodicité, une modalité de mise à jour de votre plan de prévention pour aussi devant les évaluateurs, parce qu'on vient ça aussi, justifier qu'il y a une réflexion continue sur les préventions des risques de maltraitance et de violence. Voilà. J'ai essayé d'être clair, mais rapide, pas évident. Je vais trouver le relais rapidement pour pouvoir donner la parole ensuite à Madame Oui qui nous fera un retour d'expérience. On a souhaité juste faire le lien entre le plan de prévention et le projet d'accompagnement, puisque, comme il a été dit, le plan de prévention, c'est à la fois un outil, mais ça doit être une démarche avant tout collective autour justement de la gestion des risques de maltraitance. Il a été évoqué par Thomas la cartographie des risques. Donc cette cartographie des risques, comme il a été dit, il est important qu'elle soit travaillée avec l'ensemble en fait des acteurs, que ce soit les professionnels, les personnes accompagnées, les familles, pour être la plus exhaustive évidemment possible, mais il nous semblait aussi important justement de s'appuyer sur cette cartographie pour personnaliser à travers le projet d'accompagnement les facteurs de risque pour chacune des personnes. Ce qui permet aussi d'engager les professionnels dans cette démarche et avoir justement une démarche d'abouti et qui vient nourrir justement cette dynamique d'amélioration continue autour justement de cette gestion de la prévention.
Donc, on peut passer juste à la slide suivante. Je fais vite. Donc, on est vraiment voilà, dans une démarche qui est, on l'a dit, participative, systémique. C'est important en fait que à la fois le plan de prévention vienne nourrir le projet personnalisé des personnes, mais que chaque projet personnalisé vienne aussi nourrir ce plan de prévention car les situations évoluent, que ce soit les situations des personnes, mais également l'environnement euh, de l'établissement ou des personnes elles-mêmes. Donc l'idée est vraiment d'engager à travers des outils en fait conçus collectivement une démarche participative autour de ces notions à la fois de bien-traitance et de maltraitance. Je vais vous laisser la parole à Madame Louis, qui va donc nous faire un retour d'expérience sur la façon dont elle a mis en place en fait cette politique et c'est autour de la prévention de la maltraitance. Merci, bonjour et merci de l'invitation à ce témoignage. Vous Bonjour, m'entendez merci. bien? Bonjour. Donc, moi, je suis Fabienne Louis, je suis la directrice de la résidence de la Lande à Béton. Donc, la résidence de la Lande, c'est un établissement d'accueil médicalisé spécialisé dans l'accompagnement des personnes cérébrolésées, donc traumatisées crâniennes ou atteintes d'un accident vasculaire cérébral ou autre, mais elles ont toutes le point commun donc d'avoir le cerveau qui à un moment donné en fait a été atteint. Donc la prévention de la maltraitance, alors nous, si on essaye de s'imaginer depuis quand en fait on y réfléchit, alors depuis un certain temps, mais le fil déclencheur, c'est quand on a réalisé notre projet d'établissement, donc on a décidé de faire un fil rouge pour notre projet d'établissement. Alors, pour l'anecdote, c'est en fait une stagiaire qui était venue un jour dans mon bureau et qui m'avait demandé, mais alors vous, Madame Louis, en tant que directrice, c'est quoi votre objectif là, si en une ligne ou en trois mots, c'est quoi votre objectif en tant que directrice? Ben, moi, je lui avais dit comme ça, ben, moi, mon objectif, c'est que les résidents aient le sourire. Voilà, donc, et du coup, donc on a mis ça comme fil rouge du projet d'établissement, le sourire des personnes accompagnées. Alors, quand on dit le sourire des personnes accompagnées, si on prend le slide suivant, on part du principe qu'une personne sourit, ben, vous forcez pas une personne à sourire. En fait, elle va sourire quand elle n'est pas douloureuse, quand l'hygiène est assurée, quand sa vie a du sens, quand elle est dans un environnement bienveillant aussi et avec des professionnels qui sourient. Si les professionnels ne sourient pas, ça va être compliqué. Et pareil, les professionnels, vous n'allez pas les obliger à sourire s'ils sont pas dans un état qui leur permette de sourire. Et on continue notre réflexion. Les professionnels sourient quand ils ont une bonne condition de travail en termes de charge physique, charge mentale, et quand leur travail aussi a du sens. Donc pour ça, donc on a essayé de mettre en place des plannings équilibrés, donc avec équilibrés en termes de charge de travail, dans celle qui tout le monde ne démarre pas tous les matins à 7h30. Il y a 3 matins sur 5 qui démarrent à 7h30, les autres ils sont plutôt de soir. On n'a jamais 2 journées de 12 heures consécutives, en fait, ni dans la semaine d'ailleurs. En fait, quand il y a une journée de 12 heures, il y en a qu'une. Parce que moi, je pars du principe en fait qu'on peut pas être. Il y a un risque de maltraitance en fait à la 11e heure ou à la 10e heure de travail consécutive. Donc voilà, les personnes sont tellement fatiguées qu'à un moment donné, elles peuvent devenir maltraitantes. Donc voilà, donc les plannings, ils sont établis en fait sur cette base-là. On a aussi, en fait, pour les professionnels, des temps consacrés aux projets personnalisés des personnes accompagnées, donc pour vraiment leur donner du sens, et une adaptation constante, en fait, des plannings en fonction des besoins professionnels et des besoins personnels. Voilà. Et on espère que grâce à cela, en fait, les professionnels sourient. Donc, on a beaucoup aussi je travaille beaucoup aussi avec les membres du CSE, en fait, pour essayer de trouver des solutions dans le domaine de la qualité de vie au travail.
Et puis, dans la nouveauté de notre projet d'établissement aussi, on a mis en place en fait deux organigrammes. Un organigramme hiérarchique classique, mais aussi un organigramme fonctionnel, où en fait le haut de l'organigramme, c'est les besoins des personnes cérébrolésées à la résidence. Donc, elles ont besoin d'accompagnement, elles ont besoin de suivi médical, accompagnement rééducatif, accompagnement aux soins, accompagnement aux gestes de la vie quotidienne, à la vie sociale. Elles ont besoin d'un environnement propre, d'un cadre de vie agréable et sécurisé, de sécurité administrative et financière et veille sur leurs droits et qualités. Et donc, qui sont les personnes qui sont en première ligne en termes de risque de maltraitance? En fait, ce sont les personnes qui font les soins, qui s'occupent de l'accompagnement au quotidien. Donc, ce sont les aides-soignants, AMP, AES. Et l'esprit en fait de cet organigramme inversé, c'est que en fait les les lignes qui sont en dessous, plus vous baissez en fait en ligne et plus vous êtes support de la ligne d'au-dessus. C'est-à-dire, en fait, les kinés, infirmiers, ergo font certes, en fait, leur boulot, en fait, en tant que spécifique de leur profession, mais aussi, ils doivent être en soutien, en fait, des aides-soignants, en fait, par rapport à l'accompagnement des résidents. La coordinatrice de soins, elle est en soutien en fait de son équipe en fait, voilà. Et plus ça va en fait, plus on descend et plus on est en fait en soutien des personnes qui sont en fait en direct avec les résidents. Voilà, donc c'est en fait la hiérarchie devient en fait est considérée grâce à cet organigramme fonctionnel comme personne ressource par rapport aux autres professionnels. Voilà. Donc ça, c'est une spécificité qu'on a mis en place en fait dans le cadre de notre projet d'établissement. Alors pourquoi en fait on s'est aussi intéressé en fait à la maltraitance, c'est qu'on a un public qui est très spécifique avec des troubles cognitifs qui sont en fait qui peuvent être très fatigants en fait quand on doit accompagner les personnes cérébrolésées. Donc des troubles cognitifs, donc une personne cérébrolésée, ça peut être la mémoire, ça peut être l'aphasie, hein, donc une personne qui soit ne s'exprime pas par la parole, ou soit en fait s'exprime par la parole, mais n'utilise pas les bons mots en fait en fonction de ce qu'elle doit dire. On a aussi en fait des troubles liés à l'intolérance à la frustration, donc besoin d'avoir tout de suite. Irritabilité aussi, défaut d'initiative, c'est-à-dire en fait la personne en fait ne déclenche pas en fait. Hein. Vous pouvez avoir, elle peut avoir une brosse à dents devant elle, le gobelet à côté, le dentifrice, mais vous pouvez en fait la laisser pendant 1 heure comme ça en fait. Même si elle a les capacités physiques de prendre la brosse à dents et le dentifrice, en fait, elle ne va pas le faire parce qu'elle a un défaut d'initiative. Voilà, c'est juste pour vous imaginer. Et puis, donc, une personne cérébrolésée aussi est fatigable. Donc, du coup, accompagner une personne cérébrolésée, ça nécessite patience, observation, prise de recul, avoir conscience aussi de ses limites, on est tous humains, hein, douter aussi, en fait, ne pas être toujours sûr de soi, parce que vous pouvez faire une toilette un matin, ça se passe très bien, vous pouvez revenir le lendemain, ça peut très bien mal se passer, parce que pour différentes raisons. Il faut aussi, en fait, pouvoir demander de l'aide et pouvoir être aussi un relais auprès d'une collègue. Voilà. Si bien que nous, dans notre process RH, dès l'entretien d'embauche, en fait, ces critères de personnalité, en fait, sont échangés avec les personnes qui veulent travailler à la résidence. Voilà, les personnes qui sont sûres d'elles, qui sont un peu grande gueule, ben, en fait, n'ont pas grand-chose à faire à la résidence. Voilà. Donc, ces possibilités de passer le relais aux collègues, de s'entraider, d'échanger sur les pratiques des uns et des autres, en fait, sont quotidiennes, en fait. Euh, voilà, ils sont questionnés, enfin, à chaque fois aux transmissions, quoi. Donc, chacun peut s'autoriser à tous les niveaux de dire à son collègue aussi, mais t'es sûr, t'es pas un peu fatigué là,
tu es sûr que tu réagis bien. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est adopté en fait par tous à la résidence. Donc tout le monde a le droit d'être fatigué et tout le monde peut s'autoriser en fait à le dire à sa collègue, hein, que ce soit collègue en fait du même niveau hiérarchique, même et ou d'un collègue en fait qui soit d'un niveau hiérarchique au-dessus. Et donc la direction peut proposer à certains professionnels aussi de poser des récup car elle voit bien que le professionnel peut devenir à risque parce qu'elle est fatiguée, quoi. Voilà. Autre chose aussi qu'on a pu, enfin c'est en lien, en fait, donc à partir du moment en fait on accompagne en fait des personnes cérébrolésées, donc comme je vous le disais, en fait, donc la personne cérébrolésée a des troubles cognitifs et donc, nous, on est parti du principe que, en fait, on peut tous être en risque de maltraitance quand on accompagne tout le temps, en fait, des personnes cérébrolésées. Et donc, le risque de maltraitance est systématiquement questionné dans le cadre des projets personnalisés des personnes accompagnées. C'est-à-dire, en fait, donc on parle du projet de la personne et à un moment donné, en fin de projet, en fait, la personne qui anime en fait cette réunion sur les projets personnalisés, en fait, bon, bah, se dit, bon, bah, maintenant, en fait, est-ce qu'on a quel est le risque qu'on a de la maltraiter en lien avec ces troubles, en fait, hein. Par exemple, en fait, une personne qui ne déclenche pas, ben, eh bien, on risque de l'oublier. Et du coup, dans les projets personnalisés, ben, on le note pour essayer en fait qu'on soit tous en alerte par rapport à ça. Trouble de la mémoire, eh bien, en fait, on a un risque de perdre patience à force de répéter en fait toujours la même chose. Où on a une personne j'avais une personne il y a pas très longtemps en fait qui sa femme était décédée depuis 2 ans. Eh bien, 5 fois par jour, elle venait dans mon bureau pour me demander, mais et Marie-Claude, en fait, quand est-ce que je la vois, Marie-Claude? Voilà. Donc voilà, donc à force, en fait, on peut perdre patience, en fait, quand on est fatigué, quand le fil de la journée se déroule. Intolérance à la frustration, ben là aussi, en fait, on a un risque de mal lui parler, en fait. Donc, faut vraiment, en fait, qu'on ait ça en tête. Voilà, donc ça, c'est questionné vraiment à chaque projet personnalisé. Et toutes ces recherches de solutions, donc du coup, sont échangées collectivement, en fait, dans le cadre de ces projets, et parfois même pouvant aller, en fait, jusqu'à impliquer tous les secteurs de la résidence. En fait, là, j'ai un exemple, une personne qui crie, qui est très régulièrement qui crie, donc qui, en fait, fait s'énerver à la fois les autres résidents et aussi, en fait, ce qui est très fatigant pour les professionnels qui sont au quotidien. Eh bien, en fait, quand elle vient en accueil temporaire, ben moi, ça m'arrive en fait de la prendre pendant une demi-heure dans mon bureau, ou alors, eh bien, pendant ma pause déjeuner, je la prends et puis je fais le tour de la résidence. Voilà, ça calme tout le monde. Tout le monde, en fait, est associé à ce risque de maltraitance. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc, cette prévention de la maltraitance, on l'a inscrite aussi dans le projet d'établissement en tant que tel, hein, vous voyez, c'est le paragraphe D, la prévention de la maltraitance. Donc, elle se traduit par la formation des professionnels, donc des réunions régulières sur le sujet et la mobilisation du CSE sur cette question, ainsi que sur les dispositions de signalement et traitement de constats de risque avérés. On a fait aussi, donc, avec notre référente qualité, on a réalisé avec, donc c'est elle qui était à la manœuvre, une cartographie en fait de la maltraitance avec tous les professionnels. On a interrogé tous les professionnels. En fait, ils ont dû noter sur des post-it à quel moment en fait ils étaient en risque de maltraiter en fait les résidents. Donc ça a été fait. Donc c'était fort intéressant puisque au préalable avait été en fait aussi on leur avait été présenté en fait toutes les formes de risque de maltraitance. On a mis en place aussi il y a quelques années un espace de réflexion éthique avec l'association d'à côté, ARROC, donc un espace de réflexion éthique pluridisciplinaire. Donc on s'est réunis en fait tous les trimestres.
Donc, et ces espaces sont animés par un intervenant extérieur, notamment une personne en fait en charge de l'enseignement philosophique. Donc, et donc qui traite des thèmes, entre autres, sur la gestion du tutoiement, du vouvoiement, la vie affective et sexuelle, la conciliation entre la liberté et la sécurité des personnes accueillies. Donc ça, voilà, c'est abordé dans le cadre de nos espaces de réflexion éthique. Voilà. Et donc, pour nous, en fait, donc la maltraitance, donc c'est une vigilance au quotidien, en fait, sur les notions de maltraitance. C'est une analyse aussi, en fait, sur les bénéfices, risques de tout ce qui est disposition d'accompagnement au regard de l'atteinte aux libertés et à la mise en sécurité. C'est la formation des professionnels. C'est une réflexion aussi avec les membres du CSE sur l'écoute et la bienveillance entre collègues, ne pas juger ses collègues. C'est aussi en fait un petit principe en fait qu'on s'est donné. La colère monte chez la personne accompagnée, le professionnel descend. Toujours garder ça en tête. Si la colère monte chez la personne, le professionnel ne doit pas monter non plus parce que sinon ça va plus. Voilà. Et autrement, donc si un collègue est en difficulté, un autre vient en relais puisque en fait n'importe qui à la résidence en fait peut être en difficulté face à une personne cérébrolésée. Donc n'importe qui en fait doit être capable de venir en relais. Voilà. Et donc comme je disais tout à l'heure, le savoir-être du personnel est questionné en fait dès le recrutement et au quotidien aussi. Voilà. Et là, c'est la nouveauté, en fait, dans nos entretiens d'évaluation, en fait, nos grilles d'entretien d'évaluation. Là aussi, en fait, on a mis en fait cette question dans la grille à remplir préalablement aux entretiens d'évaluation. On questionne là le professionnel sur à quel moment, pour lui, il se sent en risque de maltraiter, en fait, pour que nous, derrière, en fait, on puisse agir en fait bah, à notre niveau, au niveau RH, au niveau organisationnel. Et puis bah, mon dernier slide, c'est une étoile parce qu'en fait, on est content. Donc, on a eu notre évaluation en fait en septembre 2025 et on a eu une étoile en fait sur ce critère. Voilà. Merci de votre Merci à Merci vous. à vous. On a quelques questions. Bravo pour l'étoile, en tout cas. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour votre tour d'expérience. Alors, on a quelques questions pour vous, Madame Louis, enfin pour vous et puis ceux qui souhaitent répondre. Comment abordez-vous le risque de maltraitance donc, dans le projet personnalisé? Est-ce que la personne est associée? Comment? Alors, en ce qui Comment pardon. Non, allez-y. Alors, en fait, non, on a. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question, mais nous, en fait, à l'heure actuelle, en fait, on n'associe pas la personne. C'est entre professionnels. D'accord. Mais Et est-ce qu'il y a ça peut être une bonne idée. Après, les personnes accompagnées n'ont pas forcément conscience en fait de leurs troubles non plus. Donc, mais bon, voilà, moi je prends cette idée. Et ça va un petit peu dans ce sens-là. Une autre personne demande en fait comment apparaissent les risques identifiés dans le projet personnalisé. Peut-être comment est-ce que c'est formulé? Est-ce que vous le formulez par exemple en termes d'objectifs, enfin de risques comment vous les formulez dans les projets personnalisés sur ces risques-là de maltraitance? Bien, en fait, en toute simplicité, comme je le disais tout à l'heure, en fait, risque de l'oublier. Par exemple, donc risque d'oublier la personne. Donc, du coup, comme Hmm. objectif, surtout en fait, après après en termes d'objectifs, c'est en fait que l'animatrice aille systématiquement ou qu'on donne de la régularité pour aller voir la personne, des choses comme ça. Risque par exemple, tolérance à la frustration. Donc là. On essaye en fait de trouver des combines pour donner en fait plutôt que de systématiquement répondre oui, j'y vais et j'y vais tout de suite, je réponds à votre question, c'est en fait donner une date ou donner une heure en fait, c'est dire bah non, je peux pas maintenant, mais promis, et là faut s'y par contre là faut s'y tenir.
je suis à vous dans un quart d'heure ou je suis à vous dans une demi-heure et voilà pour essayer en fait de baisser en fait la tension. Euh, Mhm. voilà, c'est différents exemples. Je pourrais en donner d'autres, mais on essaye de les construire. Elles sont vraiment en fait très euh, enfin, personnalisées en fait ces réponses-là en fonction des Mais troubles, oui, quoi. Et elles sont Et, personnalisées, mais elles sont aussi déterminées en fait collectivement, quoi. Tout le monde a des bonnes idées à donner, quoi, par rapport à ça. et donc justement, par rapport à cette détermination collective sur différentes identités individuelles, comme vous l'avez partagé, vous avez différents espaces pour le permettre, mais concrètement, comment vous alors, je veux dire presque matériellement, comment vous en assurez la communication, la traçabilité de ce qui se dit dans ces espaces-là pour s'assurer qu'il y ait cette précaution à chaque accompagnement et au fil de l'eau, de se poser ces questions, en fait, autour des risques de Alors, maltraitance. en fait, donc là, par rapport au projet personnalisé, donc là, c'est une fois par an, et autrement, bah, c'est par rapport enfin, c'est les transmissions. Nous, on demande Ouais. vraiment, en fait, à ce que les professionnels fassent des transmissions, en fait, quand ça se passe pas bien ou quand ça se passe bien, en fait, et puis qu'elles échangent entre elles sur des petites combines pour que ça se passe bien, en fait, avec les résidents, quoi. Ok. Donc, c'est beaucoup les transmissions. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. On aura encore plein de questions à vous poser, mais malheureusement, on a déjà atteint un peu le temps. Peut-être Aurélie, tu veux dire un dernier petit mot bah, merci Madame Bouy en tout cas d'avoir répondu positivement à notre invitation. Ça illustre parfaitement ce qu'on avait envie en tout cas de transmettre aujourd'hui autour de la déclinaison vraiment aux, aux différents niveaux en fait de l'organisation, j'ai envie de dire, à la fois sur un plan stratégique, au niveau RH, vous l'avez démontré à travers votre organigramme fonctionnel, que je trouve vraiment, enfin, il symbolise en fait aussi toute la démarche que vous avez déployée. Et après, je reviendrai sur toute la participation aussi des personnes. En effet, je pense que ça peut vraiment être intéressant de se pencher sur cette question aussi et de faire le lien avec le développement de l'autodétermination. Mais voilà. Comme quoi, c'est une démarche aussi d'amélioration continue et il faut toujours se poser des questions et vous êtes clairement dans cette culture du questionnement. Merci beaucoup Aurélie. Merci. Merci Aurélie pour sa première Oui, mon premier outil de la qualité. premier minute de la qualité. Je ne sais pas présenter, c'est vrai. On n'a pas pris le temps, donc peut-être que je me présente pour la fin de ce webinaire et puis on va passer la parole pour conclure. Rapidement, oui, du coup, donc, je suis Aurélie Festoc-Lebars, chargée de mission au Créail Bretagne. Je suis arrivée fin mars au Créail sur notamment ces questions de la qualité. Bien, merci. Et hop. Alors très rapidement, parce qu'effectivement, c'est un petit peu moins dans l'interaction, mais on vous a préparé une petite slide que vous pourrez retrouver, comme les supports seront bien sûr mis à disposition. Donc en écho aussi avec l'introduction de Samantha Dodard sur le sujet, vous précisez que en termes d'actualité, 2 nouveaux outils de recueil des situations de maltraitance sont mis en place en 2026. Le nouveau numéro national, le 3133, qui donc remplace le 3977, qui permet de signaler les situations de maltraitance envers les adultes vulnérables. Et l'autre outil qui est nouveau cette année, c'est un nouveau formulaire en ligne qui est mis en place également au niveau national depuis le 28 mai 2026, qui permet de recenser tout ce qui est réclamation pour les situations de maltraitance, mais pas uniquement, puisque ce formulaire remplace le formulaire qui existait précédemment pour signaler à l'ARS ou à l'ARS en l'occurrence, les situations de réclamation dans les établissements sociaux, médico-sociaux, mais également dans les établissements sanitaires ou en ville. Ce qui est important pour nous de rappeler, c'est que bien sûr, les établissements
dans le cas effectivement des établissements médico-sociaux, reste vraiment le premier interlocuteur des usagers pour tout ce qui est sujet plainte et réclamation. Et c'est vraiment dans un second temps, en cas d'insatisfaction, en cas de difficulté rencontrée, que les usagers sont invités à solliciter l'ARS via ce formulaire ou via le numéro national, effectivement dans un esprit d'escalier. Je ne vais pas aller dans le détail, mais effectivement, la stratégie de lutte contre les maltraitances comporte plusieurs axes. Là, on était sur l'axe, effectivement, sur les outils. Il y a d'autres axes qui ont des réalisations concrètes qui interviennent en ce moment et dans les années à venir. On a évidemment le contrôle systématique des antécédents judiciaires avec le déploiement de l'attestation d'honorabilité, qui fait un déploiement progressif en fonction des différents champs d'intervention, pardon. Et la disposition sur le droit de visite en ESMS, qui permet effectivement de préciser les conditions de réalisation de ce droit pour les personnes qui sont accueillies en établissements et services médico-sociaux. S'agissant du numéro 3133, pensez bien à afficher ce nouveau numéro et de remplacer la fiche précédente, puisque c'est un affichage qui est obligatoire au sein de vos structures. Donc, n'hésitez pas à vérifier et à remplacer si besoin. Sachant qu'on va vous communiquer, bien sûr, le kit de communication qui est mis à disposition par le ministère. Mais si vous voulez d'ores et déjà le faire aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur le site internet du ministère. On vous enverra également les liens avec le support de la présentation. Voilà, je pense qu'il est 13h35. Voilà, on a dépassé juste ce qu'il faut. J'espère que ce webinaire vous aura éclairé. En tout cas, on vous repartage le replay rapidement et les différents liens et éléments dont on vous a parlé. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire dont on n'a pas encore donné la date, on vous communiquera la date prochainement. On vous souhaite un bel été. Il fait chaud aujourd'hui. Il va faire encore chaud les jours à venir. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci, Madame. Oui. De rien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.